Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le 19e siècle a été celui des concertistes, de ces interprètes de génie qui, un peu à l'image de Paganini, remplissaient les salles et se faisaient acclamer, un peu comme aujourd'hui certaines de nos rockstars. Mais, a-t-on besoin de le préciser, ces concertistes étaient des hommes, à une exception près. Ou, je devrais dire, à une double exception près, les sœurs Milanolo, deux jeunes filles lombardes qui, le temps de quelques saisons, auront mis l'Europe musicale en révolution. Teresa Milanolo était née en 1827 à Savigliano. Savigliano, c'est une sorte de petit village absolument délicieux, du reste, qui ne se trouve pas bien loin de Turin. Nous sommes dans une de ces grandes familles du nord de l'Italie, une famille de 10 enfants, et c'est au cours d'une messe, la petite fille n'a que 4 ans, c'est alors qu'elle assiste à une messe chantée qu'on la voit qui d'un seul coup lève la tête, ouvre de grands yeux. On a l'impression que la musique ne fait pas seulement entrer par ses oreilles, mais qu'elle prend possession du corps et de l'âme de cet enfant qui est transporté littéralement pour la première fois. Et les parents s'en rendent compte, bien entendu. Et elle va chanter et bientôt elle va jouer parce que on est dans cette Italie du Nord où les instruments de musique ne sont pas si rares et où ils font partie de la vie quotidienne. Donc elle va s'emparer des instruments, elle va jouer. Et les parents, fascinés par le talent de cette petite Teresa, vont se saigner aux 4 veines pour lui trouver les bons maîtres. Des professeurs d'abord tout à fait locaux, puis un peu plus régionaux, puis il va falloir songer à des professeurs d'envergure internationale. Et les parents iront jusqu'à déménager pour se mettre au service de la petite prodige. Ils iront même jusqu'à cette métropole qui à l'époque fait un peu figure de capitale européenne de la musique, c'est-à-dire Paris. Le voyage de Marseille à Paris, on va le financer à coups de petits concerts, qui, disons-le, sont autant de succès et même pour certains d'entre eux, autant de triomphes. Dès son arrivée à Paris, la jeune Teresa va être prise en main. Elle deviendra même carrément l'élève de Charles Lafont, lui-même élève de Kreutzer d'ailleurs. Or, Lafont n'en revient pas. Il l'emmène en tournée avec lui. Elle se donnera tellement lors des concerts où elle figure qu'elle finira même par tomber malade d'épuisement. De quel instrument joue-t-elle ? Je ne vous l'ai pas dit encore, mais vous le savez, puisqu'elle s'appelle Teresa Milanolo, elle joue du violon, bien entendu. Et lorsqu'elle essaie de caler l'instrument sous son menton, cette petite mère-là, lorsqu'elle attrape son archet, on a l'impression que ce n'est quasiment plus elle qui joue, qu'elle est comme habitée par ce qui se passe. Or, dans la famille Milanolo, il n'y a pas seulement un enfant prodige, il y en a 2. Car Teresa a une petite sœur, Maria, de 5 ans, sa cadette, à qui elle a appris à jouer du violon. Les 2 sœurs se produisent ensemble en concert devant des salles toujours combles. Le public est fasciné par ces adorables petits anges. Voilà ce qu'on peut lire dans une critique de l'époque. Et d'ailleurs, on va leur donner des surnoms à ces petits anges musicaux. Il y en a une qui se fait appeler Mademoiselle Adagio et l'autre Mademoiselle Staccato. Il faut dire qu'elle a un don extraordinaire pour faire littéralement pleuvoir les gouttes de musique sur la table de son instrument. Le succès va emmener les 2 sœurs jouer dans les salles les plus prestigieuses de Paris. On est à l'époque de l'invention de ce qu'on pourrait appeler vraiment les salles de concert, à partir de salons, vous savez. Et puis, elles vont finir par jouer carrément devant la famille royale, devant le roi Louis-Philippe. Teresa devient l'élève de Charles-Auguste de Berriot. On est donc en 1841, vraiment au cœur et à l'apogée de la monarchie de Juillet. Vont s'en suivre de nombreuses tournées. On verra ces jeunes filles, parce qu'elles ont grandi, bien sûr, s'installer à Vienne. Elles vont de triomphe en triomphe. Elles rencontrent toutes les célébrités du temps. Certains veulent composer pour elles, comme Vieux Temps. Teresa joue depuis 1846 sur un violon Stradivarius qui a été créé en 1728 et qui prendra son nom, le Milanolo. Violon que le collectionneur Dragonetti lui a légué à sa mort. Et elle, quand elle a reçu ce violon, ce Stradivarius qui va devenir donc le Milanolo, elle offre celui sur lequel elle jouait, qui est un autre Stradivarius, à sa petite sœur, un instrument un petit peu plus vieux qui datait de 1703, le Mbert. On peut dire que ces 2 sœurs
jouant et se répondant dans des concerts extraordinaires, avec ces deux violons Stradivarius qui s'accordent merveilleusement, ça produit une alchimie absolument unique de son. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors déjà ici, j'ai eu l'occasion de vous parler de ce merveilleux violon et de son incroyable histoire. Je ne résiste pas au plaisir d'y revenir un moment. C'est un violon tout simple, il faut imaginer ce violon aux proportions parfaites qui est né en 1728 dans la petite ville lombarde de Crémone, dans cette atmosphère qui sent la sûre et le vernis et qui est habitée, cette atmosphère, par le vieil homme, le maître des lieux, celui que toute l'Europe regarde d'un peu loin pour en espérant un jour pouvoir s'offrir un de ses instruments. Il a 84 ans, cet homme, et vous avez bien compris qui il est, bien entendu. Il vient de créer un chef-d'œuvre en 1728. Il l'a baptisé « Coucher de soleil » en raison de la couleur orangée de l'instrument, et il a posé sa signature. C'est une étiquette qui plus tard jaunira, mais qui n'est jamais tombée, une étiquette qu'on a un peu de mal à déchiffrer aujourd'hui et qui dit Antonius Stradivarius fecit Cremonae. Et oui, c'est Antoine Stradivari qui a fait à Crémone cette merveille. L'instrument va passer bientôt de main en main, à commencer par celle de Jean-Sébastien Bach. Ça ne s'invente pas quand même, vous avouerez. À la mort de sa femme Maria Barbara, Jean-Sébastien Bach va se séparer de ce violon-là. Lorsque le prince Léopold meurt à son tour, parce qu'il en avait fait don, le violon est un petit peu oublié pendant quelque temps, et puis finalement, il va être offert par cette famille princière au roi Louis XV. Carrément, le voilà à Versailles maintenant, le violon entre les mains de Jean-Marie Leclerc, notamment, qui est un très grand virtuose de l'époque et qui arrive à tirer de ce coucher de soleil au reflet rouge feu des sons et des vibrations tels qu'on n'en avait peut-être jamais entendu sous l'extraordinaire voûte du salon d'Hercule. Et puis, un matin d'automne 1764, le 23 octobre exactement, à l'aube, le violoniste Jean-Marie Leclerc est retrouvé assassiné chez lui. Il faudra peut-être qu'on lui consacre un jour une émission, d'ailleurs, à Leclerc. On dit que c'est son jardinier qui l'aurait peut-être assassiné. C'est en tout cas lui qui a retrouvé le corps, à moins que ce ne soit sa propre épouse ou son neveu, qui était lui-même violoniste, Guillaume-François Vial, avec lequel il était brouillé. Bref, toujours est-il qu'en ce triste jour de l'automne 1764, le Stradivarius de feu Leclerc a lui aussi disparu. Alors qu'est-ce qu'il est devenu ? Est-ce qu'on l'aurait tout simplement dérobé ? Et cet instrument, ce violon, ce Milanolo que nous allons retrouver entre les mains de nos deux, enfin en tout cas d'une des deux prodiges de Teresa Milanolo, ce violon, il faut vous dire qu'il est resté à Versailles après la mort de ce pauvre Jean-Marie Leclerc, puisque c'est Viotti qui était un compositeur italien, mais qui s'était mis au service de la reine Marie-Antoinette. C'est lui qui va continuer, qui va jouer le futur Milanolo. La Révolution française l'oblige, ce pauvre homme, à fuir à son tour en Angleterre. Il emporte bien sûr son Stradivarius dans ses bagages. Seulement, arrivé à Londres, dans cette période de révolution, de bouleversement, il lui faut trouver un peu d'argent et il est contraint de se séparer du chef-d'œuvre qu'il va vendre à un grand collectionneur qui s'appelle Dragonetti. Celui-ci joue surtout de la contrebasse, mais il a l'habitude de prêter les violons de sa collection, et c'est comme ça que le Stradivarius va se retrouver entre les mains de Niccolò Paganini. Ça ne s'invente pas, mais c'est ainsi. Alors, je ne vais pas vous décrire Paganini, on l'a fait déjà ici. Vous savez qu'il avait ses doigts très longs, une épaule gauche un peu plus haute que la droite, ce qui faisait paraître son bras droit très long. Il jouait avec une incroyable précision, avec une rapidité prodigieuse. Il jouait ses célèbres caprices dans un état de virtuosité presque indescriptible. Il y avait du prestidigitateur dans cet homme et du sorcier chez le violoniste du diable, comme on le surnommait. Et eh bien, Paganini va jouer comme ça ce violon, et finalement, celui qui va lui succéder n'est pas un interprète, mais
une interprète, cette toute jeune fille qui a 13 ans à l'époque et qui déjà est en train de devenir une sorte d'icône à l'échelle européenne avec sa sœur. C'est Teresa Milanolo. Et après les longues mains puissantes de Paganini, le Stradivarius passe dans les petites et douces menottes de la belle Teresa Milanolo. Oh, il faut pas s'y fier trop tout de même, parce que les menottes en question, elles ont une dextérité absolument incomparable et elle va faire vibrer, sonner son violon comme peut-être Paganini lui-même ne l'avait pas fait, au point en tout cas, que l'instrument va prendre son nom et que désormais, on parlera du Milanolo. Alors les sœurs Milanolo enchaînent les concerts, les tournées à travers l'Europe, on les voit pérégriner en Angleterre, à une époque où les voyages ne sont pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous imaginez ce que ça devait être, c'était très compliqué, on passait d'un hôtel à une auberge, on cahotait sur des routes impossibles, en Suisse, en Allemagne, en Italie, et partout où les Milanolo se produisent, partout, on fait salle comble, ce sont des hurrahs, des applaudissements, c'est une sorte d'interminable crépitement, le crépitement du succès. Elles enchaînent les concerts, les sœurs Milanolo, jusqu'à ce jour de l'année 1848 où la plus jeune des deux tombe malade. Ah, ça c'est terrible quand existe une si grande harmonie, quand s'est créé un duo que le monde entier veut écouter et que le duo en question se met à chavirer. Maria est très malade et elle va mourir. Elle meurt bien prématurément, me direz-vous, à l'âge de 16 ans. Et Teresa ne veut plus entendre parler de concerts, ne veut plus entendre parler de tournées, de musique, etc. Il lui paraît tout simplement impossible de jouer sans sa sœur. Elles avaient tellement l'habitude, elles se connaissaient tellement. La moindre attaque était préparée par un petit échange de regards, un léger clignement de sourcils. C'était parfait. Et puis voilà maintenant que Teresa est seule, il n'y a plus de concert et ça va durer comme ça pendant des mois et pendant des années avant qu'on ne finisse par la convaincre parce qu'elle en a tout simplement besoin elle-même. On la voit de temps en temps tourner autour de la boîte où sommeille l'extraordinaire Stradivarius et puis de temps en temps, elle ouvre la boîte, elle se saisit de l'instrument, elle attaque quelques mesures et évidemment, immédiatement, ça revient immédiatement. Elle s'impose comme la grande virtuose qu'elle est et voilà comment elle va décider de remonter sur scène et de remonter seule en scène. Il n'est pas question évidemment d'aller créer un nouveau duo. Il n'est pas question pour elle de partager de nouveau la scène et l'attention d'un public qui ne peut s'empêcher d'avoir le cœur serré lorsqu'il la voit seule désormais essayer de compenser l'absence de sa petite sœur. C'est un très grand succès, toujours. Lors du passage à Colmar en janvier 1851, on est donc, vous voyez, 3 ans après la mort de Maria, les critiques qui accueillent le récital de Teresa sont littéralement dithyrambiques. Quand elle joue les variations sur le carnaval de Venise de Paganini, on peut lire « Il semblait que ce grand maître eût emporté ses talents dans la tombe. Eh bien, grâce à mademoiselle Milanolo, Paganini vit encore. Mieux, il revit. » Ou bien, chez mademoiselle Milanolo, l'art disparaît pour faire place à ce langage si parfait, si simple que tous comprennent parce qu'il va jusqu'au cœur. Et c'est peut-être ça, le secret de l'interprétation de Teresa Milanolo, c'était ce naturel infini qui la tenait loin des artifices. Je cite le compositeur Hector Berlioz à son propos. « Parlez-moi d'être une charmante et admirable virtuose de 16 ans, d'avoir fait le tour de l'Europe, donné plus de 500 concerts, gagné plus d'1 million, rivalisé avec tous les talents masculins de l'époque, de chanter comme Pichek quand il prend ses notes au 6e ciel, de jouer avec le tranchant des sons harmoniques comme Ernst, sans blesser personne, de gémir sur la 4e corde encore comme Ernst, quand dans son élégie il dit adieu à un public dont il est l'idole, de posséder l'expression profonde et contenue d'Allard, d'être doué du mécanisme irréprochable et du beau style de Vieuxtemps et de Berriot.
parlez-moi de cela pour donner maintenant des concerts à Paris. Mademoiselle Milanolo vient d'en faire l'expérience. On sait la triste raison qui me fait écrire ce nom au singulier, dit-il. Et oui, ce ne sont plus Mademoiselle Milanolo, c'est maintenant Mademoiselle Milanolo, Teresa, dont la passion qui l'unit à son instrument va bientôt céder à une autre passion, parce qu'en 1857, Teresa va épouser un beau polytechnicien qui s'appelle Théodore Parmentier, qui est l'aide de camp du maréchal Niel d'ailleurs. Et évidemment, on est quand même au 19e siècle, qu'est-ce que vous voulez? Et les traditions et les structures de la société vont rattraper Teresa, qui renonce à sa carrière d'artiste. Et à partir de ce moment-là, elle ne reprendra son violon qu'à des occasions qui se font de plus en plus rares, seulement pour quelques événements de charité ou dans le cercle très privilégié de sa famille et de ses amis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le violon, qui porte désormais ce nom de Milanolo, vous allez le voir commencer une nouvelle vie. Teresa ne s'éteint qu'en 1904. Et donc, ça fait pendant 40 ans, le violon est resté sans... Enfin, quand je dis sans servir, non, parce qu'encore une fois, il servait dans le cadre tout à fait familial, mais en tout cas, on ne l'a plus entendu en concert. Et puis en 1904, le violon va passer à un certain nombre d'autres interprètes. Alors, il y a eu énormément, toute une cascade de propriétaires. Il sera racheté beaucoup plus tard par un grand soliste français qui s'appelle Christian Ferras. On est en 1967. Ferras était à la recherche d'un violon avec un sol plus gras et plus ample que le sien. Et il découvre donc dans l'atelier du luthier anglais il rencontre ce violon, il est complètement fasciné. Christian Ferras fait sortir du violon peut-être des sonorités encore nouvelles. C'est ce qu'écrira Jean Dibot, qui dit « Personne, ni Paganini, ni Viotti n'avait réussi à créer une telle chaleur du son, un tel velouté. Il l'intensifiait par un vibrato à la limite de la résistance musculaire et obtenait des miracles de puissance qui pourtant laissaient percer et transparaître une sorte de fragilité. » On croirait que cela décrit la manière dont Teresa elle-même jouait de cet instrument. Il y a un très grand concert qui est donné salle Gaveau avec Pierre Barbizet devant le Tout Paris en 1982. Et après cela, Christian Ferras va aller se jeter du 10e étage de son immeuble parisien. Et le violon, qui est de nouveau orphelin, si je puis dire, va devenir propriété d'un collectionneur vénitien qui passe son temps à examiner son acquisition à la loupe. Et un jour, il croit apercevoir sur la table du violon un tout petit trou. Il se dit que le bois de l'instrument est rongé par un ver. Ça le hante, cette idée. Il fait le tour des meilleurs luthiers et on lui dit « Mais non, pas du tout, votre violon est en parfait état. » Sauf que il n'en démord pas, le collectionneur, et il finit par se débarrasser du Milanolo qui a été vendu depuis à un collectionneur suisse et qui est aujourd'hui, vous avez pu l'entendre et nous avons pu ensemble en profiter à 2 reprises aujourd'hui. Aujourd'hui, le Milanolo est joué par le talentueux mathématicien et violoniste Koré Cherovzek qui, dit-il, à chaque fois qu'il s'en empare, a une petite pensée pour Teresa, mais aussi sans doute pour Maria, pour les sœurs Milanolo, qui avaient littéralement transfiguré l'interprétation au milieu du 19e siècle. Vous écoutez Radio Classique.